Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Renaissance Spirituelle TV pour une nouvelle conférence en compagnie de Fabrice Jacob. Bonsoir Fabrice, merci de ta présence. Bonsoir Anatole, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité le 18 juin, parce qu'il n'y a pas meilleur appel que celui-là. C'est vrai, c'est vrai, c'était une sacrée journée aujourd'hui. C'était une sacrée journée d'appel aujourd'hui, mais qui a été répondue présente par bon nombre de personnes, et ça c'est chouette. Alors, au titre de cette conférence, le développement personnel et la spiritualité démystifiée avec l'approche MEOS, tu as écrit un livre. Ce livre, le voici, le développement personnel. Tu as inventé en fait cette méthode MEOS justement qu'on va parler parce que c'est vrai que le développement personnel, la spiritualité, c'est des approches qu'on connaît, mais justement, cette méthode que tu fais est absolument géniale, révolutionnaire aussi, parce qu'elle comprend énormément de choses différentes. On n'est pas que, vous voyez, parce que c'est vrai que quand on a tendance à parler de développement personnel aujourd'hui, on a plein l'impression que c'est dépassé. Spiritualité, ça comprend beaucoup de choses. Et toi, tu as tout mis dans le lot. Donc, c'est ça, justement, qui est Ah, c'est intéressant. surtout. Et on... Oui, oui, vas-y, Oui. termine. Justement, on va en parler ce soir. Alors, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est finalement ma rencontre avec toi, comment elle s'est faite, parce que à l'époque, au départ, que j'ai commencé à publier des images sur les galactiques, tu avais toujours le petit commentaire sarcastique sur chaque image. Et en fait, petit à petit, on a commencé à discuter et en fait, j'ai appris à te connaître. Ouais, c'est ça qui est rigolo. C'est surtout ça qui m'a fait rire. C'est surtout comment c'est connu. Tu vois. C'était pas du tout. Alors ouais, c'est vrai Voilà. que l'humour, c'est quand même une fabuleuse disposition de l'esprit dont il faut pas se priver. Alors c'est vrai qu'on a découvert après qu'on avait quand même une amie commune, C'est et non des ça. moindres, puisqu'il s'agit de Lumineuse, qui est toujours présente et qui répond toujours présent en ce qui concerne lorsqu'on lui lance un appel, et même sans qu'on lui lance un appel, je vois elle a été vraiment à mes côtés, très présente tout au long de la maturation de ma démarche. C'est vrai que ça nous fait un point de commun en plus. C'est ça, exactement. Ne l'oublions pas et on l'embrasse. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, Fabrice, à écrire ce livre en premier lieu? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Eh ben, comme beaucoup de gens, comme la plupart d'entre nous, je vais dire, c'est au départ une démarche personnelle. C'est au départ une situation de vie avec tout un parcours, avec des difficultés, avec des lourdeurs, avec beaucoup de choses à gérer. Et à un moment, on en arrive fort fatalement à se poser des questions. On est là en train de se dire, bon, qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'en peux plus, mais ça fait trop, mais j'en ai marre d'avoir à toujours me batailler contre les événements qui m'assaillent. J'en ai marre à devoir me batailler contre mon corps, qui manifeste aussi et qui en peut plus. Et bref, à un moment donné, j'ai juste envie, j'ai juste besoin sinon de me remettre en question, mais ça apparaît au départ, c'est le besoin de comprendre ce qui m'arrive, comprendre finalement comment ça marche le monde dans lequel je me situe, qui est finalement très dur, qui est finalement si dur et qui, à un moment donné, contre lequel finalement j'ai envie de me battre, de me battre ou alors d'abdiquer. Parce qu'il arrive aussi qu'on abdique. Il arrive aussi, et on va en reparler, de tout ce qui est phénomène addictif, phénomène compensatoire, parce qu'à un moment donné, on n'est que des humains et puis, on essaie de trouver les réponses qui nous permettent surtout de nous apaiser. Hein. Voilà, donc moi, au départ, c'est donc voilà, des problématiques, une situation familiale, un fardeau assez difficile, assez compliqué, qui perdure avec, bon, en même temps, un vécu, une enfance. Bon, et on a tous eu, je ne veux pas faire du Zola, je crois qu'on a tous eu notre lot, on a tous notre parcours d'humain, on a tous notre vécu. Toujours est-il que moi, je commençais à ressentir dans mes chairs ça lourdement. Je commençais à avoir un lourd tribut. Tu vois, la quarantaine, tu vois, quand tu as eu une trentaine un petit peu, tu vois, avec l'embourgeoisement, où tu te laisses aller et tout. Et puis, à un moment donné, tu vois qu'il va falloir passer à la caisse, quoi, parce que la machine ne suit plus. Et j'avais une médecin à l'époque qui me dit, mais écoute, il va falloir que tu réagisses parce que certes, tu as des difficultés, mais tu somatises à mort. Et je somatise, oui, ça m'allait bien, mais ça me faisait pas aller mieux, quoi.
Et je me rappelle même très bien où c'était, un matin, dans la rue, un samedi, on allait faire mes cours. Je me suis dit: «Mais si la somatisation, c'est qu'à un moment donné, tu as le logiciel là qui met en place des trucs qui ont un impact sur ma santé, on doit pouvoir faire le boulot dans l'autre sens, quoi. Ça doit pouvoir marcher dans l'autre sens, c'est pas possible». Et j'ai commencé. Alors moi, je suis plutôt un autodidacte. Donc, quand j'ai un sujet qui me passionne, je le prends. Et tant que je ne suis pas allé à fond sur le sujet, ben, j'abandonne pas, je lâche pas. Donc, ben, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. J'ai commencé à l'hypnose ericksonienne. Et puis, ben, j'ai vu qu'effectivement, l'hypnose, ça permettait de désinhiber certains mécanismes de somatisation, etc. Puis, j'ai commencé à aller plus loin. Alors, je l'ai fait aussi pour une raison simple, c'est bon, comme je te le dis, je suis assez autodidacte. Et puis on va dire, c'est par des formations professionnelles. En même temps, d'autres te diront, tu fais jamais le métier que tu fais par hasard. Et donc, moi, étant ingénieur qualité et expert, alors c'est un nom très barbare, mais je suis expert en ingénierie des processus, c'est-à-dire que je passe mon temps à auditer le fonctionnement de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise pour essayer de comprendre comment tout fonctionne, comment les différents blocs fonctionnent, comment les gens interagissent entre eux. Et ben, j'essaie par là même, une fois que j'ai essayé, je suis arrivé à modéliser le fonctionnement de l'entreprise de bout en bout, tous les rouages, avoir une vision claire et un descriptif clair de tous les rouages. J'essaie d'accompagner les gens, non seulement pour les besoins de changement parfois, mais déjà, en premier lieu, avant de parler de changement, pour les aider à comprendre comment l'ensemble, comment le système fonctionne et comment eux, quelle est leur place dans le système, qu'est-ce qui se passe en amont et qu'est-ce qui se passe en aval. Voilà. Donc, de ce fait-là, j'ai une culture, on va dire, de l'analyse qui est assez facile pour moi. Et je me suis dit, finalement, ben, l'être humain, c'est une machine comme les autres. C'est un système comme les autres. C'est même un écosystème comme d'autres. Et là, j'ai commencé ben, à creuser et à me dire, ben, je vais essayer de comprendre. Alors, non sans, avec beaucoup de modestie au départ, hein, parce que bon, je me suis dit, il y a quand même tellement de domaines que ça va être vraiment très compliqué. Mais j'y suis allé par les voies de l'expérimentation. J'ai commencé par essayer donc je te disais l'hypnose. Je suis allé consulter une fille qui faisait de l'hypnose, qui était vraiment remarquable. Puis après, ben, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé la kinésiothérapie, j'ai essayé la sophrologie, j'ai essayé plein de choses qu'on essaie tous. Et puis, je me suis dit que, bon, ben voilà, il y avait à un moment donné quand même la psychothérapie aussi, bien entendu, parce que comme je te disais, je vivais quelque chose d'assez lourd d'un point de vue familial. La prise en charge au niveau psychothérapeutique était vraiment impérative. Donc, j'ai commencé par ça et en parallèle, je testais différentes choses. Alors, je suis tombé aussi sur un psychiatre. Mon psy était un médecin psychiatre qui est absolument, qui est un type fabuleux. D'ailleurs, je le salue là, s'il nous regarde, parce que c'est un mec qui est vraiment d'une ouverture incroyable, c'est-à-dire médecin, mais en plus très ouvert à tout ce qui est alternatif. Tu vois, alors plutôt un psy de l'école Ce qui est jungienne, plutôt rare, ce qui est plutôt rare dans le milieu, quand même, faut dire les choses. excessivement rare. C'est pour ça que je tiens à le souligner. Mais vraiment le jungien par essence, quoi. Tu vois, les synchronicités, c'était pas un vilain mot pour lui. Parler de l'univers, au fil des années, c'est devenu assez naturel pour lui. Et donc, bon, voilà, c'était incroyable, quoi, parce que très vite, bah, je me souviens de lui avoir dit un jour, mais l'hypnose, finalement, c'est un outil, parce que ce qu'on fait ici comme travail, c'est qu'on fait remonter des choses, mais après, il faut les mécanismes, il y a des déclics qu'il faut mettre en place. Il y a peut-être d'autres outils. Il m'a dit oui, oui, mais très bien. Oh, ouais, mais bien évidemment, bien évidemment. Alors l'hypnose était naturellement assez, c'était peut-être la meilleure discipline pour permettre une ouverture, mais voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Donc j'ai continué à cheminer au niveau psychothérapie. Et puis j'ai continué à expérimenter d'autres outils, mais surtout à essayer de trouver de la méthode. J'ai assez rapidement identifié l'importance
du concept d'holisme, enfin d'holistique, c'est-à-dire d'avoir un traitement dans la globalité, parce que tout ça, c'est des mots. C'est d'ailleurs pour ça que le bouquin s'appelle Le développement personnel et la spiritualité démystifiée, parce que c'est aujourd'hui des mots, des concepts qui sont très répandus, dont beaucoup de gens parlent, mais tout le monde n'a pas la même perception de la sémantique qu'il y a là derrière, y compris dans le domaine des thérapeutes. Il y a beaucoup de gens qui se réclament thérapeutes holistiques, qui n'ont pas forcément des pratiques qui le sont. C'est à voir, les gens restent quand même souvent assez enfermés dans leur pratique, dans ce qu'ils connaissent finalement. Et le côté holistique, même s'il peut être apprécié, même si les gens peuvent convenir que c'est effectivement la meilleure approche, ben, c'est concrètement pas forcément. C'est à toi finalement de piloter ta démarche holistique. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Parce que si on veut effectivement avoir un traitement de la globalité, c'est-à-dire un traitement des aspects physiologiques, sur lesquels on le verra, il y a plusieurs moyens d'adresser des problématiques physiologiques, bah, il faut également traiter l'aspect énergétique et bah, l'aspect psycho-émotionnel. Alors, il faut comprendre, encore faut-il comprendre comment tout ça marche. Ouais, Et c'est vrai. C'est vrai, mais c'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que, en fait, finalement, il y a quelques années, c'est vrai qu'on allait tous voir, des psychologues. On allait voir des psychologues. Il y en a qui le font encore aujourd'hui. On peut trouver des psychologues qui sont très bien, on d'ailleurs, qui le ont une fait toujours, approche, hein. voilà, il y a des psychologues aujourd'hui qui ont une approche peut-être plus spirituelle. Beaucoup de psychologues s'intéressent d'ailleurs à ce sujet-là. Mais comme tu as raison de le dire, la spiritualité est un mot. C'est un mot qu'on a mis sur plein, plein, plein de choses aujourd'hui. C'est intéressant effectivement, de comprendre ce que c'est la spiritualité. Moi, je disais toujours aux gens, souvent les gens quand je tombe avec des gens plus cartésiens qui me demandent: «Qu'est-ce que vous faites comme métier?» Quand je leur explique ce que je fais, des fois je les sens un peu largués, mais je les comprends et je leur dis: «Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la psychologie un peu plus poussée, un peu plus rapide, dans certains domaines». Puisque des fois avec le psychologue, je trouve que ça traîne en longueur. Tu vas voir un psychologue pour un problématique, il revient sur l'enfance, il revient et de ton adolescence, des fois c'est long. Or que parfois, tu peux trouver très rapidement, en fait, la problématique de la personne. Quand tu es un petit peu plus dans le ressenti, un peu plus dans la connexion, très rapidement, tu cibles le problème et tu vas directement dessus plutôt que passer par 7 ou 8 séances, alors que des fois, au bout d'une ou deux, ça suffit. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Ah bah Mais au fond, ça reste de la philosophie de vie parce que ce que nous, on vit, ce que toi, tu vis, ce que le voisin vit, c'est pas la même chose. Donc, en ça, c'est intéressant. c'est pour moi, je le définis comme la spiritualité, comme un art de vivre, finalement. Alors surtout, je le décorrèle tout de suite des aspects religieux, parce que j'estime, je dis toujours, c'est pas qu'une boutade, mais pour moi, la religion, c'est du marketing sur la spiritualité. C'est-à-dire que le fond, il est le même pour tous. Et puis après, tu as les types qui te mettent du dogme là-dessus parce que ça va leur servir, etc. Mais la spiritualité, bon, il y a N définitions de la spiritualité. D'ailleurs, dans le livre, j'essaie d'en donner plusieurs parce que je pense qu'il n'y en a pas qu'une. Si je veux résumer, en général, je dis quand même la spiritualité, pour moi, c'est quand même le fait d'arriver à sortir de tout type de conditionnement. Voilà. Arriver finalement à avoir une vision claire, à prendre de la hauteur. Et puis c'est un petit peu la définition finalement de la réalisation de soi. Alors la réalisation de soi, c'est un grand mot. Alors ça fait écho à la démarche de Jung, mais la réalisation de soi, c'est vraiment la prise de conscience de tout ce qu'on est, y compris ses conditionnements, mais la prise en compte aussi de quelque chose de plus grand que nous, de composer avec tout ça, hein. C'est un peu, d'autres termes, si on prend la philosophie du Tao, c'est la voie du milieu, hein. C'est arriver à tenir cette voie du milieu. C'est ça, en fin de compte, la spiritualité. Donc voilà, je voulais vraiment le mot démystification, il est vachement important pour moi, hein, parce que voilà. Donc au départ, c'est vrai que souvent, je décris la méthode, il y a deux volets, si tu veux. Moi, je pense que pour pouvoir avancer, quand on arrive à un moment donné, il ne s'agit pas d'embrigader les gens, hein, de dire regardez, j'ai une méthode, moi j'ai compris, voilà, il y a un truc qui va vous sauver, qui est génial, les gars, allez-y, foncez. C'est pas le propos. Le propos, c'est dire à un moment donné, quand tu es bien dans ton caca, hein,
Puis quand il y a regoûté souvent, parce que souvent il faut y regoûter plusieurs fois, parce qu'au début le caca, oui, 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 mauvais, mais tant que tu n'as pas bien goûté, souvent tu restes dans ton truc, hein, tu n'as pas trop envie de te bouger, parce que bon, c'est quand même difficile de se bouger l'arrière-train. Et on est tous comme ça. Et moi le premier, hein, et je le suis toujours, hein, même si je pense que voilà, que j'ai un petit peu avancé, j'ai pu gagner quelques trucs et puis que ça me fait vraiment plaisir de les partager aux copains. Voilà, on est tous comme ça. Mais à un moment donné, quand tu as quand même bien morflé, tu te dis, bon, là, ce serait peut-être temps que je me bouge quand même. Parce qu'à un moment donné, surtout quand on atteint un certain âge, tu vois, tu te dis, bon, bah, moi, voilà, passé 50 ans largement, me dit, bon, bah, si tu arrives à passer 50 piges et que tu n'as pas compris, que tu n'as pas tiré les leçons, j'insulte personne, mais à titre personnel, je me dis, merde, t'es un peu con, quoi. À un moment donné, il va falloir quand même tirer un peu des leçons. Donc voilà, c'était ça le truc, c'est de dire qu'à un moment donné, donc si tu as besoin d'avancer, la première des choses, moi, que j'ai eu, alors c'est personnel, mais à la limite, bon, ça peut être personnel, mais tu sais, on est toujours, même si c'est une niche, si moi, ce que j'ai ressenti et moi, les outils que j'ai pu trouver, ça peut aider ne serait-ce que 10 copains, bah, c'est déjà 10 personnes qui ont C'est trouvé déjà leur énorme. voie. C'est vrai. Hein, voilà, c'est formidable. Donc, moi, je pars du principe que pour avancer, j'ai besoin de comprendre. Donc, c'est la raison pour laquelle la méthode, elle a deux volets. Il y a un volet qui se veut pédagogique, c'est-à-dire un volet où on part sur la présentation de l'écosystème humain, comment on fonctionne, nous, en tant qu'humains, sur cette Terre, sur cette planète. Voilà. Donc il y a un volet très, finalement, il y a un volet matériel. Dans ce volet matériel, il y a nous en tant qu'être humain, un corps physique. Il y a un On volet pourrait peut-être énergétique. montrer, d'ailleurs, si tu veux, Alors, ouais, le... alors il y a une des planches qui est sur l'écosystème. Voilà. Moi, je Moi, trouve que alors ça, celle-là, c'est la c'est la route. plus intéressante parce que c'est celle qui représente le mieux. Ah, attends, on va faire comme Alors, c'est pas la planche d'appel sur sur la partie. Alors, elle est très intéressante, effectivement, parce que c'est la planche qui permet de rentrer justement dans le travail d'introspection. Celle à laquelle je pensais, elle est peut-être plus en avant. C'est pas très grave, on pourra y revenir un peu plus tard à celle-ci. Mais l'idée, effectivement, de toute façon, on y revient, c'est de dire qu'il y a un volet physiologie, il y a le corps, c'est la physiologie. Il y a un volet énergétique, parce qu'on le sait, le corps, finalement, bah, il a un aspect, un certain niveau de densité, il a un aspect très matériel, mais il a aussi un aspect énergétique. Hein. Alors ça vient des traditions orientales, mais il y a aussi plus près de nous, souvent dans la tradition occidentale, ça parle beaucoup plus. Entendu que Einstein, finalement, a déclaré, bon, ben, on sait que finalement on s'est trompé, il n'y a pas de matière, il n'y a que de l'énergie. Voilà. Donc l'énergie qui devient de la matière, et puis tout ça, c'est animé par une forme de. Alors moi je dis toujours, c'est le logiciel. Alors le logiciel, ben, c'est le psychisme. Donc dans ce psychisme, on retrouve plusieurs volets. On retrouve tout ce qui est la partie personnalité, qu'on va appeler souvent l'ego. Et puis, ben, il y a la partie qui correspond plus à l'être, à la raison d'être, qui va être plus, on va dire, en connexion avec l'âme, si on veut une lecture spirituelle, en tout cas avec, oui, notre raison d'être, ce qui fait que pourquoi on est venu s'incarner. Ça, c'est une partie purement psychique. Et puis, il y a la partie émotionnelle. Donc, la partie émotionnelle, c'est ce qui compose nos motivations, c'est ce qui nous fait bouger. D'ailleurs, d'un point de vue purement sémantique, hein, sur la base, l'émotion, ça vient du latin movere, se bouger, donc ça vient de là. Dans la partie des motivations, je cite les émotions, mais on a aussi nos besoins. Là aussi, il y a un besoin, voilà. Pardon pour la répétition, mais il y a nécessité de pouvoir faire la différence entre nos émotions, qui sont la manifestation à un moment donné de quelque chose qui se passe, qui nous fait nous mouvoir, qui nous fait réagir, et ça nous fait réagir en fonction de ce que sont nos besoins. Nos besoins étant intrinsèquement la manifestation de la condition humaine. Hein. Les besoins, pour faire simple, le plus souvent, c'est représenté par ce qu'on appelle la pyramide de Maslow.
À savoir, l'humain a besoin des besoins de base qui sont des besoins de sécurité. Déjà, on a besoin juste de pouvoir survivre, hein, de pouvoir s'alimenter, de pouvoir boire, de pouvoir se vêtir. Après, il y a des besoins, un peu de la sexualité, fait partie des besoins primaires également. Puis après, on a des besoins d'appartenance, des besoins affectifs d'abord, puis des besoins sociaux, puis après des besoins de réalisation, des besoins d'estime de soi d'abord, puis des besoins de réalisation, etc. Donc, nos besoins, s'ils ne sont pas satisfaits, donnent lieu à des émotions, lesquelles émotions vont nous faire nous bouger justement. Et là, bon, bah, il y a il y a toute une mécanique, hein, sur laquelle on pourrait disserter, mais là, on va peut-être en reparler après quand on va parler du changement, quand on met en place le changement. Mais si je veux rester sur les différents pôles, donc j'ai dit un pôle physiologique, un pôle émotionnel, psycho-émotionnel, à la fois nos schémas de pensée, nos croyances, etc., nos conditionnements, notre raison d'être, nos émotions, nos besoins. Là, ça fait partie des pôles majeurs de l'écosystème humain. Donc la première partie de la méthode consiste déjà à avoir une bonne compréhension de ces différents pôles et de la manière dont ils interagissent. En fin de compte, ce qui fait le sel de nos vies, hein, puisqu'on passe notre temps finalement à satisfaire ce besoin, sachant qu'un besoin a absolument besoin d'être nécessite, pardon pour la répétition à nouveau, un besoin nécessite d'être satisfait. Ça fait partie de la condition humaine. Donc la première partie de la méthode, justement, elle consiste à expliquer quels sont ces différents pôles de l'écosystème. Donc là, on comprend un petit peu comment on est foutu, entre guillemets. Ensuite, il y a un volet qui explique, bon, c'est quoi en fin de compte une démarche d'éveil? C'est quoi si, oui, je vais m'éveiller, c'est quoi? Je vais m'éveiller, je vais essayer d'être en adéquation avec justement ce qu'est ma raison d'être. Encore faut-il que je travaille à essayer de comprendre c'est quoi ma raison d'être. Je suis venu là pourquoi. Alors, ça peut paraître très philosophique, ça peut paraître très spirituel, mais la raison d'être, ça peut être tout simple, hein, simplement. Moi, je pars toujours la présentation dans le bouquin, mais c'est vrai aussi que là, on en reparlera, on est en train de préparer un séminaire. Et c'est un petit peu le premier atelier qu'on propose, c'est finalement, c'est quoi le bonheur? C'est quoi être heureux? Et là, je m'appuie, je suis parti sur une citation du bonheur qui m'a semblé, mais vraiment d'une extrême pertinence, qui est une citation d'Alexandre Jolien, le philosophe, et qui dit finalement, le bonheur, c'est faire ce que j'aime, avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime, dans un environnement que j'aime, et en étant moi-même. Ça, c'est 4 clés Ouais, mais auxquelles qui n'est j'en pas donné, rajoute. qui n'est pas donné à tout le monde, hein. Ah mais non, mais non. C'est pour ça que quand on parle de raison d'être, si tu commences par là, déjà, tu as de bonnes pistes à creuser, hein. Mm. Et je rajoute Est-ce quand que même tu penses pas, Fabrice, est-ce que tu penses pas plutôt que finalement le bonheur, c'est d'abord faire ce qu'on aime nous et être heureux avec nous avant d'imaginer le faire avec quelqu'un d'autre? Ah mais après, tu hiérarchises. Tu hiérarchises comme tu. C'est pour ça que la première, c'est faire ce que j'aime. C'est-à-dire satisfaire quelque part ton besoin créatif, ta C'est nature ça. créative, finalement. C'est ça. C'est pour ça que c'est le premier des items. C'est que la première des choses, c'est de faire ce qui te plaît, c'est de faire ce qui va te permettre. D'ailleurs, le plus souvent, c'est une question de bon sens. Le bon sens populaire s'y trompe pas. Quand ça va pas, etc., mais tu te réfugies en faisant ce que tu aimes. Et quand tu fais ce que tu aimes, tu oublies tes soucis. C'est souvent la première des clés. Et c'est souvent ce qui te permet, à la limite, t'en as rien à faire. Souvent, le nombre de gens qu'on voit qui partent en burn-out et puis qui reviennent et puis qui décident d'aller soit faire du macramé, soit élever des chèvres. Bon, je caricature un peu, mais c'est à un moment donné faire quelque chose qui te plaît, quelque chose pour lequel tu as le sentiment d'être utile, quelque chose qui te rende heureux. Et ça, c'est la première des clés du bonheur. Voilà. Alors après, effectivement, je ne peux pas la dissocier. La deuxième, elle arrive très vite parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste un besoin humain. Le besoin étant le besoin d'appartenance, le besoin d'être aimé. Ça, c'est, on cite toujours cet exemple de nouveau-né, hein. Si tu ne donnes pas de l'amour à un nouveau-né, eh ben, il meurt. Voilà. Ben, on est des grands nouveau-nés, nous.
On a besoin d'amour, on a besoin de tendresse, on a besoin de câlins aussi, hein. Alors, tu vas me dire qu'après les câlins, la tendresse, il y a tout un folklore qui arrive quand on devient grand et qu'on essaie de faire couple. Mais la base, c'est quand même ça. Donc, c'est d'où la deuxième clé. Après, l'environnement, je crois que l'environnement, il compte beaucoup. L'environnement compte beaucoup. Il faut que tu sois dans un environnement qui te convienne. Ça, c'est quand même vachement important. Ouais, ça, c'est hyper important d'être dans un endroit où tu es bien, c'est hyper important. Maintenant, tu sais, il y a des gens, là où, si tu veux, tu as des gens, effectivement, qui ont ce besoin d'être à deux pour vivre le bonheur à deux. Puis tu as des gens, ils n'en ont pas besoin. Moi, je connais des gens qui sont seuls et qui sont heureux d'être seuls. Ça qui est... Alors, Du moment où, tu vois, je pense que, en fait, si tu es seul avec toi-même, mais que tu es bien avec toi-même, effectivement, là où je te rejoins, c'est que passer une vie entièrement seul, il y a des gens qui sont capables. Bon, enfin, c'est très compliqué. Mais non, effectivement, le bonheur à deux, il peut être ce bonheur avec un ami, ça peut être ce bonheur avec un membre de ta famille. C'est pas forcément le bonheur avec quelqu'un. Parce que tu alors, sais, le fait de chercher toujours le bonheur à deux, c'est souvent croire un peu, tu sais, dans cette dépendance affective où tu crois que l'autre, avec l'autre, tu vas être heureux. Mais il y a des gens qui seuls sont heureux. Maintenant, c'est sûr que quand tu le vis à deux, c'est mieux. alors là, tu ouvres un vaste débat là. Parce que bon, il est clair que le bonheur à deux. Alors moi, je vais déjà commencer par un postulat de départ que je donne toujours. On a absolument besoin des autres pour évoluer. Tout seul, on stagne ou on meurt. Alors après, les autres, est-ce que les autres, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est ton amoureux ou ton amoureuse ou tes enfants? Après, il y a une multiplicité de possibilités. Mais bien évidemment, ce qui compte, c'est de savoir qu'on est des êtres, on est des animaux sociaux. On a besoin des autres pour exister, on a besoin des autres pour évoluer. Après, effectivement, ça ne passe pas forcément toujours par les couples pour tout le monde. Et puis, ça dépend des moments de vie. Voilà, ça dépend des natures, ça dépend des parcours. Voilà, là, il n'y a pas de règle. Simplement, c'est pour ça que j'en reste simplement au besoin finalement d'avoir les autres pour évoluer. D'ailleurs, si on revient sur l'aspect purement métaphysique, qui est une autre de mes marottes d'ailleurs sur lesquelles je m'appuie beaucoup moi dans la démarche, la métaphysique pure. D'ailleurs, la métaphysique de Franck Athènes, pour ceux qui connaissent, je pense que c'est une des écoles de métaphysique contemporaine qui me semble être la plus pertinente. En tout cas, à moi, elle m'a parlé beaucoup. J'en parle un peu dans le bouquin où j'ai fait une planche que j'ai fait valider par Franck d'ailleurs, parce il est très, très précautionneux. Il n'aime pas trop qu'on parle de sa démarche comme ça sans trop la connaître. Mais effectivement, il y a deux forces il y a deux forces finalement qui justifient notre existence. Il y a la conscience qui nous sépare, parce que la conscience finalement, avoir conscience de quelque chose, c'est avoir conscience de ne pas être cette chose, donc d'être séparé de cette chose. Et puis la deuxième force, qui est la force opposée, si on peut dire, c'est l'amour. Et l'amour, c'est le lien. C'est-à-dire qu'on est séparé des choses et on passe notre vie à vouloir se relier à ces choses. Et ça, c'est un petit peu métaphysiquement le sens de notre vie. Hein. Voilà, j'en reviens toujours à ça. Parfois, ça remet les choses d'aplomb quand même, effectivement. Hmm. Donc, Est-ce que voilà. tu, Donc, est-ce que Fabrice, est-ce que tu es d'accord de dire que bien souvent que 90-95% en fait souvent des choses compliquées qu'on vit viennent de l'enfance? Parce que tu sais, on nous parle souvent de libre arbitre, on nous parle souvent de destinée, on nous parle de beaucoup de choses, mais quand tu es enfant, tu subis. Tu n'as pas le libre arbitre. Tu n'as pas le alors, choix de te dire enfant, je vais changer ma vie, je vais changer les choses, bon, je vais être dans la résilience, je subis, mais c'est pas grave, tu subis. Il y a qu'à partir de 15, et encore, j'ai envie de te dire, pour la plupart du temps, c'est bien après 20 ans que d'un coup, tu vas te retrouver à mener une vie. Est-ce que tu es d'accord de dire que tout ce qui est les traumas, les plus grosses blessures, la dépendance, les addictions, tout ça vient en grande partie de l'enfance et que justement, d'aller vers justement son enfant intérieur, d'aller justement regarder notre enfance peut nous permettre en grande partie de pouvoir guérir, de pouvoir poser des mots et de pouvoir en fait nous aider dans notre cheminement intérieur. alors, tout à fait. Il y a toujours une cause originelle. Cette cause, je vais même aller un peu plus loin, je vais même adopter une vision purement spiritualiste, pardon, de dire que la cause, elle peut venir d'une vie antérieure. La cause, elle peut venir
du transgénérationnel, de l'intergénérationnel. La cause, elle peut venir, bien évidemment, elle peut même venir in utero. On peut, selon la grossesse, comment s'est passée la grossesse de ta mère, tu peux avoir des impacts déjà avant même la naissance. Ça, c'est en plus, c'est tout à fait démontré. Et après, évidemment, tu as les premières années durant lesquelles, effectivement, moi, je pourrais le formuler comme ça, mais tu l'as tout à fait bien dit, c'est-à-dire que tu vas installer finalement le terreau sur lequel tu vas avoir à bosser plus tard, quoi. Tu vas installer, vont s'installer naturellement les traumas que tu es venu bosser, hein, qui vont faire que ces fameuses 5 blessures, pardon, fameuses 5 blessures de Lise Bourbeau, là, on va les reconnaître. Et puis, c'est effectivement, dans l'enfance, vont s'installer des traumas au gré des événements qui vont faire que tu vas pouvoir pleinement travailler là-dessus plus tard. Alors, effectivement, il y a des gens, c'est là où c'est très intéressant parce que je démontre justement dans le bouquin un peu le mécanisme, c'est-à-dire que je dis qu'au départ, il y a un incident qui va générer des émotions, qui va générer des croyances, qui va générer des comportements compensatoires. Ça, c'est le schéma de base. Donc, tu vas avoir tes croyances qui tant que tu es petit, jusqu'à un certain âge, tant que les choses vont se réitérer, ça va entretenir ces croyances. Ça veut dire c'est le fameux phénomène de généralisation que connaissent bien les gens qui font de la PNL. Et donc, va venir justement ce fameux moment que j'ai évoqué qui s'est présenté à moi à l'âge de 40 ans, où à un moment donné, à force d'avoir un parcours de l'enfance assez compliqué, un scénario de décence un peu atypique, machin, etc. Et en plus, une vie familiale compliquée avec des épreuves compliquées, difficiles, à un moment donné, tu dis, bon, là, maintenant, c'est bon, j'ai encaissé, là, il va falloir bosser. Il va falloir bosser, il va falloir faire quelque chose parce que justement, j'ai accumulé. Donc, c'est un petit peu comme si tu accumulais un bagage et qu'à un moment donné, on dit stop, maintenant j'arrive à la douane, j'ouvre les valises. Il va falloir le faire, les mecs, parce que de toute façon, tu ne pourras pas passer la douane. Ou alors, tu ne vas pas aller bien loin. Il y a certes des gens qui restent dans le mécanisme et qui vont entretenir les mécanismes compensatoires et qui vont passer leur vie comme ça. Alors, moi, j'appelle ça souvent un peu une vie pour rien. Mais c'est jamais pour rien. Mais c'est une façon de parler. Mais c'est vrai que le type qui va tomber à 20 ans dans l'alcoolisme parce qu'il a été abandonné par sa mère ou son père avait abusé sa sœur et que lui, il était moins que rien, que le type tombe dans l'alcoolisme à 20 ans et puis parce qu'il est dans un milieu où l'alcool est très présent et que c'est peut-être aussi, il y a des époques pour ça, et peut-être il y a 20 ou 30 ans, c'est encore plus facile. Le mec, il reste et puis il finit à 50 ans d'une cirrhose ou d'un cancer du foie et puis c'est terminé. Et on peut se dire, il s'en est pas sorti, lui. Voilà, bon, il reviendra la prochaine fois, puis il aura autre chose. Mais bon, le commun des mortels, mais même le type qui est, j'en ai connu, qui était dans des addictions profondes à un moment donné, ou des gens qui peuvent connaître la drogue aussi, il y a toujours un moment donné où les gens veulent sortir. Ils n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas forcément le soutien, parce qu'ils n'ont pas forcément. Tu ne vas pas dire à quelqu'un qui est dans le désarroi le plus profond, tiens, regarde, prends mon bouquin, je t'explique tous les mécanismes, tu vas voir, va voir un psy, ça va marcher. Non, c'est pas possible. Tout ça, ça demande du travail, ça demande une vraie prise en charge. Et la personne qui n'a pas forcément l'opportunité d'avoir une prise en charge efficace, pour elle, ça va être plus compliqué, voire impossible. Bon, pour les autres, il y a toujours, peut-être c'est un peu plus facile, c'est pas toujours simple, hein, j'en conviens, parce que je disais aussi, c'est la raison aussi pour laquelle je voulais faire ce livre. Et puis, un point qui me tient à cœur, que je précisais d'emblée, que moi j'ai une démarche totalement philanthropique. C'est-à-dire que mon bouquin, je ne prends pas de droit d'auteur. Ce que je voulais faire, c'est faire un bouquin qui soit disponible, qui soit un bel objet. Dedans, il y a plusieurs planches. On en reviendra peut-être après sur les planches, parce que la manière de démonter d'expliciter tous ces mécanismes est passée pour ma part par la réalisation de nombreuses planches d'infographie. Voilà, donc je voulais faire ça, je voulais pas que je voulais que ce soit accessible et que ça coûte. Moi, je voulais pas en faire un business parce que aujourd'hui, je suis toujours salarié. Donc, je me dis, voilà, c'est une passion. Il y en a d'autres, ils font les autres passions, c'est le foot. Il y en a d'autres, c'est
n'importe quoi, enfin, lithographie ou autre. Voilà, c'est mon truc. Et Mais après, dans c'est l'accompagnement, intéressant, excuse-moi Fabrice, c'est intéressant ce que tu dis quand tu parlais justement voilà, de cet homme qui va vivre des traumas, qui à un moment donné n'arrivera pas à s'en sortir et peut-être mourra d'un cancer ou autre parce que toute sa vie, ça l'aura complètement bouffé. Pour toi, quelle est la part de destinée dans toutes les choses qu'on vit? Est-ce que tu penses que, parce que au fond de tout ça, tu l'as dit tout à l'heure, on vient sur Terre pour travailler des choses, d'accord? D'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la vie va nous les envoyer. Il y a des gens qui refusent de voir et qui vont effectivement chercher des échappatoires par rapport à ce qu'ils vivent, mais il y en a d'autres, et à un moment donné, tu peux pas éviter ce que tu as en face de toi. Donc pour toi, quelle est la part de destinée là-dedans? Est-ce que tu penses que chaque personne, que le mec, justement, qui avait vécu un trauma, qui a vécu des choses compliquées, bah, effectivement, il va peut-être mourir à 55 ans d'un cancer, mais que derrière, sa mort va aussi réveiller peut-être sa sœur, va peut-être réveiller son autre frère, va peut-être réveiller aussi la famille parce que tout le monde aura été choqué par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que tu crois que au fond de tout ça, tout le monde a vraiment le contrôle de se dire bon allez hop, demain tous mes traumas, tous mes machins, je reprends tout en main, je pose tout sur la table, qu'est-ce que j'en fais? Ou bien il y a une part de destinée et simplement, effectivement, d'avoir des compréhensions, comme tu le montres par rapport à ton livre, des méthodes qui nous permettent justement de pouvoir mettre des mots sur des choses qu'on vit, va nous permettre justement d'aller comment dire, va nous permettre de vivre ces choses-là d'une manière beaucoup plus fluide, avec beaucoup plus de légèreté. oui, mais c'est ça, c'est ça. De toute façon, vouloir chercher à être dans le contrôle, alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Penser que, ah bah tiens, ça y est, il y a le mec qui a trouvé la méthode, allez, dans 3 mois, ça y est, je suis sauvé. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est donner des outils, c'est donner des perspectives, mais je pense qu'effectivement, tout le monde a son parcours. Tout ça, c'est très énergétique finalement. Il y a quand même cette part de libre arbitre qui fait qu'à un moment donné, quand je dis c'est très énergétique, c'est parce que je pense qu'à un moment donné, comment tu fonctionnes dans cet écosystème, en fonction de ce que est ton psycho-émotionnel, tes pensées, tes émotions, tu vas polariser et tu vas manifester, tu vas avoir une certaine polarité et tu vas manifester à toi, de par ta polarité, tu vas manifester à toi des événements, tu vas manifester des choses et tu vas réagir comme tu vas le pouvoir à un moment donné à ce qui se manifeste et ce qui se présente à toi. Donc tout ça, c'est des conjonctions de fréquences qui font que, bon, après, il y a des points de passage obligés, je pense, dans le côté destiné, mais il y a quand même un certain libre arbitre. Mais quoi qu'il arrive, tu sais, c'est un peu comme cette image qu'on donne de l'âme. On dit, il y a toujours, tu as une destinée, plus ou moins, tu as une mission de vie, tu as un objectif, et puis c'est un peu comme un GPS. Et à un moment donné, tu peux prendre la route que tu veux, le GPS t'indiquera toujours la voie, la destination, mais c'est pas dit que tu arriveras au bout. C'est peut-être qu'à un moment donné, ça s'arrêtera quand tu seras parti 30 km sur la droite alors qu'il fallait aller tout droit. C'est pas tellement le problème. Le problème, c'est de savoir à un moment donné comment toi tu ressens les choses. C'est-à-dire de te dire, bon, à un moment donné, je sens que c'est plus juste, ça sonne juste ou ça sonne pas juste. Et tout l'art tout le travail, moi je pense que j'essaie de susciter, c'est d'arriver un petit peu à se prendre en main, non pas pour tout contrôler, non pas pour dire tiens, je vais contrôler tous mes traumas TBC et quand j'aurai réglé ma blessure d'abandon, ça va être nickel. Jamais, que nenni. Je le précise bien, on ne guérit pas de ses blessures, on acquiert un niveau de maîtrise de ses blessures. Je suis le premier, je suis le premier à le dire. Ah, on t'entend plus. Pardon. C'est très bien que tu le dises, Fabrice, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'effectivement, on ne les guérit pas parce que la blessure, elle sera toujours là. Parce qu'il y a des gens qui viennent te dire, c'est bon, j'ai dépassé ma blessure de trahison. Puis tu sais, 10 ans plus tard, elle se pointe. Et la Ah, merde, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je comprends pas, je croyais que je croyais que je l'avais guéri. Non. Par contre, on la maîtrise. Je pense comme toi. C'est-à-dire que, comme tu as dit quelque chose de très juste tout à l'heure, tu as dit, le but du jeu, c'est d'être au centre. Donc, d'être au centre, c'est d'être dans un équilibre entre le féminin, le masculin, entre le corps et l'esprit, entre, tu vois, d'être justement au centre de tout cela pour nous permettre justement de pouvoir vibrer véritablement qui on est. Parce que quand tu es au centre, tu ne joues plus les jeux, tu vois, des autres. C'est comme dans un match de ouais. foot, quand tu es au centre, bah, en fait, tu passes la balle à l'avant ou à l'arrière, mais tu n'avances pas. Voilà. Tu vois, Non, mais tu es au centre. oui, 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 non, mais c'est exactement ça. C'est de toute façon, à partir du moment où tu vas vouloir être dans le contrôle, ça va toujours pas aller. Pour moi, les grands stigmates cet état de réalisation, si je peux dire, hein, ce fait
d'avoir cette distance par rapport à cette voie du milieu, ce fait d'être dans l'acceptation de l'incertitude. Ça, c'est un grand concept, c'est un grand mot. Mais je peux te dire que moi, il y a encore, et je te voyais en parler avec Mams l'autre jour, et je me suis dit, tiens, Anatole et moi, on a, à peu près en même temps, il y a eu un gap de franchi. C'est quand tu sens ce truc que finalement, mais ça met du temps à comprendre. Et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à exposer les concepts, les tenants aboutissants et après les différents outils d'introspection parce que ça se passe par des clics qui font un certain temps. C'est pareil, si tu veux pas y consacrer du temps, c'est pas la peine. Hein. Tu passes ta route, tu traces ta route, tu vas, comme font beaucoup, ben, tu vas un coup chez l'énergéticienne, un coup chez le sophrologue, un coup tu vas voir l'hypnothérapeute, un coup tu vas voir l'acupuncteur, un coup tu vas voir le psy. Et puis, comme c'est désordonné tout ça, comme je dis toujours, c'est un petit peu passer l'aspirateur avec un gamin qui te suit à la trace en mangeant un gâteau sec. Tu vois, c'est pas grave. Si toi, ça te fait du bien, et puis l'énergéticienne ou le psy, bah, ça le fait bosser. Et puis, c'est pas plus mal, et c'est très bien comme ça. Donc, voilà. J'aime beaucoup l'image du gamin avec le gâteau, tu sais, tu passes l'aspirateur, tu sais. Tu aurais pu prendre aussi le chien avec tout, qui perd tous ses poils de Terre-Neuve qui te suit Oui, pendant que tu passes l'aspirateur. C'est le même délire, tu vois. oui. Alors, du coup, j'ai perdu le fil de ta question parce que ça me semblait une image importante. Euh, Tu disais, alors attends que je reprenne. Je disais, je parlais en fait au niveau, tu sais, aussi de la destinée par rapport à ce que l'on vit. Euh, Oui, Par rapport à ce qu'on vit, tu vois, il y a un truc qui est intéressant. Tu parles aujourd'hui, nous, dans notre société actuelle, c'est vrai que bon, on a été plus ou moins conditionné enfin, pour certaines personnes de certaines générations. Il y a eu la religion aussi un peu catholique, mais tu vois, on peut pas dire qu'on est en Europe. On est trop conditionné dans certaines choses, mais ça dépend où tu habites, dans quel pays. Tu es hyper conditionné. Donc de là, d'avoir l'esprit de te dire, ah bah non, mais en fait, là, je suis en train de jouer à un jeu qui m'appartient pas. Tiens, et au fait, je me poserai d'autres questions, je pourrais voir autre chose, c'est pas facile. C'est pas facile non plus, tu sais. Donc en fait, c'est pour ça que des fois, tu vois, là, je m'interroge à me dire, est-ce que au fond, il n'y a pas des gens aussi, c'est sur Terre aussi, qui sont un peu, tu vois, il y a vraiment une part de destinée, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le choix. On vient te dire des fois, ben si, tu as le choix, tu peux changer ta vie, tu peux changer ta vision. Bah ouais, mais bon, quand depuis que t'es né, tu as une vision, on t'a fait croire que c'était comme ci, comme ça, que toute ta famille pense pareil, etc. Et toi, si jamais tu venais à l'ouvrir, tu serais banni, tu serais. C'est pas facile, hein. C'est pas facile alors, d'oser. je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Pour l'avoir vécu, d'ailleurs, que je dis toujours, j'ai vécu une adolescence que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Alors, c'est pas en termes de maltraitance physique ou autre, hein, c'était juste une forme d'emprise, bon, d'emprise psychologique, on va dire forte. Enfin, comme beaucoup, moi j'ai 58 piges, donc tu vois, dans les années 70, quand le père il disait c'est comme ça et c'est pas autrement, tu la fermais et puis tu attendais de te barrer de la maison pour exister, quoi. Voilà, donc voilà, c'était un peu ça. Donc, je pense que je vais lever le débat d'un point de vue spiritualiste. Soit tu as à subir ça pendant, tu es venu dans cette incarnation pour continuer à le subir, quoi, finalement. Puis c'est peut-être la prochaine fois que tu vas arriver à évoluer. C'est peut-être la prochaine fois que tu seras celui de la fratrie, si je prends l'exemple voilà, d'un milieu familial avec des forts conditionnements. C'est peut-être la prochaine fois qu'il y en aura un qui aura la volonté et la résilience suffisante pour s'en sortir. C'est peut-être ça. Effectivement, tout le monde n'est pas là, mais parce que tout le monde n'est pas forcément au même stade d'évolution, tout simplement. Et que ça se fait vie après vie. Et que peut-être dans cette vie, ben, c'est comme le type qui est là et qui tombe dans l'alcool et qui vit sa vie dans la dépendance de l'alcool. Ben, la vie d'après, il aura peut-être pu mesurer que la dépendance de l'alcool, ben, ça l'a amené à pas être forcément un type très bien, à pas forcément être un type très présent pour ses enfants, avoir pas forcément des attitudes terribles socialement avec sa femme, etc., etc. C'est la vie d'après qui lui permettra de vivre ça différemment, en tout cas de tirer, de solder les comptes à ce moment-là. Voilà. C'est pour ça que je le vois assez, moi, comme une vision quand même finalement assez mécaniste, tu vois, de ces histoires de fréquences et de toutes des histoires que d'énergie. Et il y a beaucoup finalement, parfois, même si j'ai une vision métaphysique quand même bien assise, je me dis finalement tout ça, c'est assez mécanique.
c'est assez mécanique et finalement, il y a beaucoup de folklore, mais finalement de quelque chose qui, comme on dit, l'âme, elle a choisi. C'est pas forcément qu'elle a choisi, c'est que si on raisonne en termes d'énergie, qu'il y a une certaine polarité, à un moment donné, les polarités, elles vont s'inverser parce qu'il va y avoir un autre environnement. Tu vois, c'est presque mécaniquement, en tout cas, si c'est pas exclusivement ça, ça illustre bien le folklore qu'on peut mettre à côté sur le fait que, bon, là, il y a un conseil d'âme, on dit cette fois, je vais travailler ça, etc. C'est plus la conséquence très métaphorique de finalement d'évolution énergétique, quoi. Voilà, c'est un peu ça et ça correspond bien aussi, ça me rend service parce que c'est assez cohérent avec une vision purement métaphysique, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, ça fait partie de toutes les visions que j'essaye de donner. Chacun y puise ce qu'il veut. Celui qui est plutôt spirituel ou religieux, ça va résonner normalement. Enfin, apparemment, il y en a qui m'ont dit que ça résonnait. Et celui qui va être, moi au départ, je suis un pragmatique, je suis vraiment un cartésien. Bon, j'ai été élevé enfin, j'ai été baptisé, on va dire, mais pas spécialement C'est bien, croyant. déjà, tu sais que tu n'iras pas en enfer, Fabrice, c'est déjà ça. Ah oui, ça me soulage, hein, parce que je t'ai dit, heureusement, hein, parce que sinon, j'étais pas dans la merde. Hein. Bah, c'est ça. Mais alors, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant avec ton livre et ton approche, c'est-à-dire que c'est le cartésien qui va aller explorer. Tu vas être un explorateur, tu vas aller voir un petit peu tout ce qui se fait, tu vas aussi en avoir tes propres compréhensions. Mais dans ton livre, on retrouve finalement une mécanique humaine, une mécanique un petit peu sur plusieurs aspects humains. D'ailleurs, tu en parles, tu parles de réincarnation. Euh, pour une personne si tu veux, là, parce que vraiment, tu vois, c'est de réincarnation, c'est-à-dire que tu expérimentes, tu n'y arrives pas, hop, tu te réincarnes, tu n'arrives pas, tu arriveras peut-être un peu mieux la prochaine fois, tu te réincarnes, etc., etc., etc. Toi, aujourd'hui, dans toutes ces compréhensions, dans tout ce que tu as été exploré, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de finalement te dire, est-ce que finalement on se réincarne ou pas sur cette terre? Est-ce qu'on se réincarne peut-être ailleurs? Est-ce qu'on vit peut-être autre chose dans justement ce côté cartésien et ce côté aussi un peu, j'ai envie de dire, cet explorateur que tu es? Comment tu vois aujourd'hui ces autres mondes? Alors, pour moi, il y a. Là, je vais m'appuyer vraiment sur la vision métaphysique. Il y a. On vient tous finalement, l'univers, etc., Dieu, les origines. Parce que finalement, c'est toujours un peu ça qui est questionné c'est d'où on vient et où on va. Et, et sur l'approche métaphysique, finalement, on vient du néant et on va vers le néant. C'est-à-dire qu'on vient du rien et on va vers le rien. Et quelque part, ça fait partie, c'est la première des lois universelles. Hein. Tout est purement, c'est la loi du mentalisme. Tout n'est qu'une illusion. Donc rien n'existe. Donc rien de tout ça n'existe. Tout ce folklore-là n'existe pas d'un point de vue réalité physique, matérielle. Ça n'existe pas. C'est simplement la métaphysique, là, pour le coup, la vision métaphysique, c'est dire c'est simplement le rien c'est le néant c'est le rien absolu, et pour autant le néant c'est le tout, c'est l'infini. Et c'est l'opposition de ces deux concepts de rien absolu et de tout absolu qui génère le phénomène de conscience. Donc c'est un phénomène purement mental. Et ce phénomène mental, ben, il existe dans tous les points du rien. Il a une infinité de façons, il y a une infinité de façons de repousser l'infini pour la nullité du néant. Bon, ça, je ne voudrais pas que les gens nous quittent prématurément et t'en veuille à vie, Anatole, de m'avoir invité. Mais pas du tout. Ici, tu sais, sur cette chaîne, c'est ça qui est très intéressant. C'est que moi, j'invite des gens qui pensent différemment. Le but de cette chaîne, c'est pas que tout le monde pense pareil. Voilà. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et Mais en même temps, tu, ça tu ne vois, c'est s'oppose intéressant pas. ce que tu dis, Fabrice. Fabrice, juste un Vas-y. truc. C'est intéressant ce que tu dis. En même temps, tu parles, voilà, l'univers est mental. Mais dans ces cas-là, peut-être que la réincarnation est mentale aussi. Peut-être que le fait de se réincarner dans une autre vie est mental. Parce que, au fond, Complètement. d'un point de vue métaphysique, quelle preuve il y a? Et tout à fait. C'est-à-dire que là, à partir du moment où donc je dis, c'est l'opposition de deux concepts, le rien absolu, le tout absolu, qui sont inhérents à la définition du néant, ça crée mentalement
le phénomène de conscience et que cette conscience, finalement, elle prend une infinité de formes. Et c'est ce que va dire une vision plus spirituelle. On va te dire, le divin, il est partout. On va te dire des physiciens qui ont une vision spiritualiste comme Nassim Haramein, que tu connais peut-être, va te dire l'univers, il est de nature holographique et fractale. On retrouve le tout partout. Et ça tient. Tu vois, la définition, elle tient finalement. Ça veut dire qu'il y a N formes de conscience et chaque forme de conscience est une forme, ce que j'appelle une forme causale. Cette forme causale, elle est mentale et à un moment donné, elle devient énergie. Et c'est là où on a la continuité information, énergie, matière. Là aussi, on vérifie là un certain nombre de théories de la physique quantique et que les physiciens quantiques, alors à tendance spiritualiste, comme les Français type Philippe Guimand, ou il y a Philippe Bobola aussi, il y en a d'autres encore. Voilà, tout ça, ça reste cohérent. C'est ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai été beaucoup plus loin dans les recherches, c'est qu'effectivement, cette métaphysique-là, elle s'aligne autant avec des visions religieuses, voire spiritualistes, qu'avec des visions scientifiques. Et donc, on aurait, pour répondre à ta question, il y aurait cette conscience prend une forme causale, une certaine forme énergétique, qui à un moment donné va se densifier dans de la matière pour prendre un corps. Puis à un moment donné, cette matière, elle va vieillir parce que nos corps, ils vieillissent. Parce qu'à un moment donné, la structure de ces corps, elle ne peut pas tenir sur la durée parce que, ici, en tout cas, dans une forme causale, dans une forme telle que la forme que nous, on prend en tant qu'humains sur cette planète. Mais à un moment donné, simplement, il y a tout un certain nombre de couches, donc la matière se délite un petit peu, il y a donc toutes les couches des différents corps se délitent, mais il reste la forme causale qui va régénérer, qui va se régénérer d'une autre matière. Et là, je décris presque un principe de physique qui peut tout à fait trouver une application. C'est un peu, je pourrais donner une image de téléportation. Quand on voit dans les films, dans Star Trek, on voit les types qui d'un seul coup deviennent tout pixelisés, puis plus rien. C'est un peu ça, sauf qu'il y a une forme causale qui reste derrière, puis elle réapparaît à un autre endroit. On peut aussi, si tu lis le livre des maîtres, si je me rappelle bien, ils décrivent justement ce que les maîtres étaient capables de se matérialiser, de se dématérialiser des milliers d'années avant notre ère, quoi. Voilà. Donc bon, voilà. Mais là, on part assez loin pour celui qui a besoin de trouver avoir trouvé du sens par rapport à sa causalité. Moi, le but du jeu, c'est certes de proposer ça, de proposer des pistes par rapport à notre causalité, mais c'est surtout d'être concret dans le travail d'introspection. C'est là que la roue de l'éveil que tu as montré tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai essayé de ce que j'ai conçu finalement, j'ai rien inventé. Moi, ce que j'ai créé, c'est la méthode. Et la méthode, c'est un ordonnancement d'un certain nombre d'outils du développement personnel et de la spiritualité pour faciliter le travail d'introspection. Et donc là, cette fameuse roue-là, si tu l'as toujours à l'écran, tu peux la Oui, mettre à l'écran. je vais la remettre de suite. Cette roue, c'est le cœur un petit peu de la méthode. C'est après tous les concepts qui sont expliqués, toute la pédagogie qui est faite pour essayer de comprendre comment on fonctionne, d'essayer de donner des pistes sur là d'où on vient et finalement là où on pourrait aller, et puis aussi beaucoup d'éléments pour essayer de comprendre les mécanismes du changement, le changement qui intervient à la fois au départ de nos perceptions, au niveau de nos émotions, au niveau de nos croyances, au niveau de nos comportements compensatoires. Toute cette mécanique, elle est bien expliquée, et à un moment donné, on dit, bon ben voilà, in fine, il y a un outil qui s'appelle la roue de l'éveil, et donc c'est cette roue que vous voyez à l'écran, et cet outil-là doit nous permettre à un moment donné, quand on a vraiment un besoin quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y en a des ruminations, quand on a un bobo, quand on a une émotion forte, quand on a. Non, mais c'est hyper intéressant parce que au fond, quand on regarde cette roue, tu as le comportement, tu as la philosophie Toltec, tu as instant présent, gratitude, intention, alignement, validation du cœur, lâcher prise, acceptation et pardon. Et toutes ces choses-là, je veux dire, ce sont des choses qu'on porte tous autant qu'on est à l'intérieur de nous et qu'on manifeste des fois selon un petit peu les situations de vie.
C'est en ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que ton livre, je trouve que la méthode, si tu veux, l'approche, en tous les cas, elle est simple parce que tu as tout mis. Tu vois, tu as tout mis dans quelque chose où, à un moment donné, une personne lit ton livre, il va se retrouver systématiquement dans un de ces aspects. Il va se retrouver dans un aspect peut-être pour lui qui sera peut-être plus négatif et dans un aspect qui sera plus positif. Et là où c'est intéressant, c'est à un moment donné de se dire, bon, quand tu lis tout ça, ça permet déjà de trouver au fond quel est l'aspect, on va dire, un peu plus négatif qui nous entrave dans notre vie et quel est l'aspect positif qui, au contraire, nous aide dans notre vie. Donc déjà, quand tu as les deux, ça te permet de mieux te connaître toi-même. Parce que tant que tu te connais pas, c'est très difficile d'avancer dans son cheminement. Tu as des Exactement. gens, ils passent des vies, ils vont, comme tu dis, ils vont voir un thérapeute, ils vont voir un énergéticien, ils vont voir un médium, ils vont voir un canal, ils vont voir plein de personnes différentes parce qu'ils veulent absolument savoir qui ils sont, véritablement leurs qualités, la plupart du temps, et des fois un peu moins le défaut. Or que quand tu te connais toi-même, quand tu sais quelles sont ce qu'on appelle aussi plus souvent dans le courant spirituel tes parts de lumière et tes parts d'ombre, à partir de là, il était beaucoup plus facile quand l'une ou l'autre arrive, tu vois, de d'être au centre en disant, parce que prenons le cas d'une personne qui est hyper généreuse, d'accord? Tu le mets là, on va prendre une personne qui est sollicitation du cœur. La sollicitation du cœur, c'est très bien, mais quand tu es que dans le cœur, il y a un moment donné, tu pourrais très vite aussi tomber dans le fait où à un moment donné, tout le monde profite de toi, tout le monde abuse de toi parce que tu es tellement dans le cœur. Alors, toi, tu te crois être une personne, je suis dans le cœur, je donne, je donne, je donne, mais toi, qu'est-ce que tu reçois? Et en fait, tu t'aperçois des fois que les gens vont abuser de toi énormément et à un moment donné, tu n'es pas aligné non plus. Donner, c'est bien, recevoir aussi, parce que quand on donne, on aime recevoir. Nous sommes des humains avec des comportements humains. Alors c'est vrai qu'on a tendance à parler beaucoup euh, de plein de choses, effectivement, et de la 3D, de la 5D, etc. Mais c'est déjà important de se comprendre dans le mécanisme de l'humain. Une fois que tu te connais en tant qu'humain, je trouve qu'il est beaucoup plus facile, pour le coup, d'aller se connecter à des instances un peu plus supérieures, parce que tu as déjà l'ancrage de savoir quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, et en fait, ça te fait une forme de socle, si tu veux, ancré, tu es ancré au sol, tu es ancré à ta vie, parce que tu sais très bien que euh, tu ne te feras plus alpaguer, si tu veux, par certaines choses, tu es ancré, et à partir de là, enfin pour moi en tous les cas, tu peux avoir une connexion qui est beaucoup plus importante. Ben, c'est exactement ça. C'est tout l'enjeu de cette roue, c'est de structurer les différents points que tu as soulignés qui peuvent apparaître spontanément comme ça. Et c'est de vraiment de structurer la démarche. De cette personne généreuse à laquelle tu faisais allusion, c'est qu'à un moment donné, elle va se faire avoir 3 fois ou 4 fois, puis elle va prendre vraiment un méchant coup dur parce qu'elle aura pris 3 coups de couteau bien profondément enfoncés dans le dos. Et à un moment donné, elle va se dire, ben voilà, moi en tout cas, l'objet de Dairou, c'est de lui dire, ben voilà, à un moment donné, on remet les choses à plat, on travaille à froid. Il y a une partie de la roue, elle est divisée en quatre secteurs. Le premier secteur, c'est dire écouter ce qui se passe, écouter ce qui advient. Qu'est-ce que le corps te dit? Qu'est-ce que tes émotions te disent? Quel est le personnage qui parle? Qu'est-ce que dit l'enfant intérieur? Ça, c'est une première phase, c'est les 5 premiers items de la roue qui a pour vocation, quand tu as une problématique qui se présente, de se poser pour écouter ce qui se passe, écouter s'il y a un besoin de changement qui est présent. La deuxième partie, le deuxième quart de la roue, c'est l'analyse. C'est dire, bon, voilà, j'ai écouté qu'il y a un besoin, quelque chose qui ne va pas, de changement, alors je vais aller regarder, est-ce qu'il y a des besoins? Quels sont les besoins qui sont à l'œuvre? Est-ce qu'il y a un effet miroir? Est-ce qu'il y a des croyances? Et comment je peux identifier ces croyances-là? Ensuite, je vais aller voir quels sont mes potentiels. Quels sont tout types de potentiels, mais les potentiels, mais aussi mon parcours. Est-ce qu'il y a des éléments récurrents? Tout ça, ça fait partie de la méthode. Ça fait partie des items du deuxième quart, où là, on analyse vraiment. On doit normalement, à la fin de ça, dire, bon, bah là, je vois bien qu'il y a un problème. Je vois bien qu'il y a un problème de croyance. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui est récurrent. Je vois bien que là, le personnage qui est à l'œuvre, c'est ça. Je vois bien que les émotions qui me submergent, c'est tout ça. Puis je vois bien aussi que l'impact que ça a sur mon corps. Et le troisième quart, qui est un quart important de cette roue, c'est la phase d'intégration, où là, on va essayer de voir réellement qu'est-ce que ça veut dire qu'il va falloir intégrer, il va falloir accepter la situation, il va falloir se responsabiliser. Ça va mettre aussi sur la table la problématique donc vraiment de la responsabilisation versus la victimisation.
dans laquelle on tombe tous à un moment ou à un autre. On est très vite, tu vois, même moi, même, je peux te dire, même moi encore aujourd'hui, tu vois. Donc, la responsabilisation, vraiment, il n'est pas tombé dans le versant de la victimisation, c'est un premier point. Après, il y a le lâcher prise. Il y a réellement, une fois que j'accepte, l'acceptation ultime étant l'acceptation finalement de toute l'incertitude. Ça, je te parle de ça, mais pour arriver là de manière systématique, il faut quand même atteindre un certain niveau. Après, il y a le lâcher prise. Comment vraiment, voilà, je lâche prise. Est-ce que véritablement je lâche prise? Est-ce que véritablement je suis arrivé à transmuter toutes mes émotions? Et là, je vais aller voir, questionner ensuite dans cette phase d'intégration l'alignement. Est-ce que le corps est aligné avec le cœur, est aligné avec l'esprit? Et éventuellement, je vais voir, donc, ok, bon, alors ça va me donner, je vais avoir une intention, je vais avoir un choix qui va s'affirmer, qui va se présenter. Je vais essayer de valider au niveau du cœur. Comment ça se passe? Comment je ressens là? C'est aligné, ça, c'est la bonne voie. Jusqu'à aller à poser une intention. Et c'est là où véritablement, donc c'est véritablement, voilà. Mais le faire correctement. C'est-à-dire pas une intention, tu vois, et ce point, cet item de l'attention, il évoque cette fameuse loi de l'attraction. Il y a toute une planche là-dessus aussi où je passe pas mal de temps à décortiquer cette loi de l'attraction qui est une équation excessivement complexe et qui est le plus souvent mal maîtrisée, surtout dans les présentations qu'on en fait des films, Le Secret, etc., où vous allez voir, vous allez devenir riche, puis vous allez avoir vous êtes milliardaire, une Ferrari, la femme qui va avec, tout le bazar. Bon, ça, c'est du folklore, c'est du business. Et donc, la pose d'une intention, ça va jusque-là. Ça, c'est le dernier, l'avant-dernier, le troisième quart. Et le dernier quart, là, il appuie sur véritablement la mise en place d'une action concrète, fût-elle toute petite. Et pour mettre cette action en place, c'est la phase qui va te permettre déjà, donc une fois que l'intention était posée, d'avoir de la gratitude et de comprendre ce que c'est de la gratitude, ne serait-ce que pour le chemin que tu viens de faire dans les 3 premiers quarts, mais sinon de la gratitude pour ce que tu as déjà pu obtenir. Comment tu vas pratiquer l'instant présent et l'intérêt que tu vas avoir à pratiquer l'instant présent. Comment tu vas avoir intérêt à te recentrer sur les accords Toltec, parce que mine de rien, c'est d'une puissance incroyable, les accords Toltec au quotidien. Et comment tu vas, in fine, acter qu'il y a une toute petite action, qui est parfois minuscule, qui est juste un changement d'attitude mineur. Mais quand tu as vraiment fait le parcours de la roue pour une problématique donnée et que tu as installé une action de changement, véritablement, tu as franchi un gap. Et le but du jeu, comme moi maintenant, ça fait quelques années que parce que moi j'ai mis un point d'honneur avant de communiquer, avant de finir de publier mon livre et de faire organiser des séminaires là comme on va organiser un prochainement. J'ai mis un point d'honneur à tester que ça fonctionnait sur moi, parce que je me suis dit si ça marche pas sur moi, c'est que je suis pas légitime pour aller l'enseigner aux autres. Et là je peux te dire que franchement cette roue, ça a une certaine robustesse, on va dire, en termes méthodologiques. Complètement, Maintenant, ça complètement. nécessite de la rigueur. C'est quand je dis souvent, les gens, ils sont pas assez assidus ou ils vont aller au plus pressé et puis ils vont aller voir leur psy ou leur énergéticienne, etc. Mais pour qui s'y colle véritablement, bon, aujourd'hui, j'ai suffisamment d'exemples autour de moi de gens qui me disent, voilà, c'est très exigeant, ça nécessite de beaucoup bosser, mais 20 Dieu, c'est efficace, quoi. Et voilà, donc au début, c'était difficile, effectivement, tout seul. J'ai été quand même bien entouré, bien supporté par des thérapeutes qui se sont révélés vraiment en soutien et qui m'ont beaucoup aidé. Et puis jusqu'à là, très dernièrement, où il y a une jeune thérapeute qui était énergéticienne, médium, hypnothérapeute, analyse clé génétique, Laetitia, qui a découvert la méthode et qui m'a dit, mais c'est bingo, qu'il a expérimenté, qui m'a dit, mais moi je veux te rejoindre parce que voilà, j'ai envie de faire écho à ça, je sais que ça marche et voilà, et puis c'est un petit peu le but. Hein. Comme je te dis, ça reste très philanthropique pour moi. Moi, je me positionne dans un rôle de facilitateur, c'est-à-dire de Oui, présenter cette. totalement. Explorateur et facilitateur, je dirais. Parce Exactement, que, je au ne fond, tu as exploré quand même avant de complètement. proposer. Et je continue. Voilà. Et je continue. Mais je ne me substitue pas au thérapeute. C'est-à-dire, y compris la méthode, à un moment donné, il y a un volet qui explique véritablement le rôle des thérapeutes. Puisqu'on est dans l'holistique, on catégorise l'énergétique, le physiologique, le psycho-émotionnel, etc. Et on dit, ben voilà, tel thérapeute, telle discipline, elle peut t'aider à faire ça. Telle discipline peut t'aider à faire ça.
Mais je ne me substitue pas au thérapeute. Par contre, le but du jeu, c'est de monter un collectif de thérapeutes avec lesquels, justement, on va pouvoir, des gens qui croient véritablement à la démarche holistique, on va pouvoir travailler à autonomiser les gens, parce que ça, c'est le grand but, c'est de faire en sorte que les gens, non pas qu'ils aient besoin de se passer des thérapeutes, amis thérapeutes, n'ayez pas peur, on va pas s'attaquer à vous. Au contraire, on a besoin de vous. On a besoin de chacun dans sa spécificité pour faire la complémentarité du tout qui va permettre justement de créer un élan dans lequel de plus en plus de gens vont devenir autonomes et vont savoir se prendre en main et vont pouvoir aider les autres. C'est ça. Alors tu vas me dire, c'est peut-être très très utopique, hein. Là, je pars vraiment dans mes, je me sens emporté par la passion, mais c'est vraiment ça le but du jeu, c'est d'emmener les gens et de les rendre autonomes dans, finalement, tu sais, ce que beaucoup de gens quand même admettent aujourd'hui, qu'il y a quand même des concepts de base qu'on ferait bien d'enseigner dans les écoles, parce que c'est peut-être que si on avait appris à tout petit, ne serait-ce qu'à gérer nos émotions, il y aurait peut-être moins de monde dans les cabinets de psy qu'il y en a aujourd'hui, hein. Ah, ça, c'est une certitude. Ça, je sais. C'est une certitude. Bah, justement, il y a, je pense que tu dois la connaître d'ailleurs, Laetitia Saulnier qui met: «L'intention cache toujours une question qui elle-même une réponse à un besoin». Est-ce que tu penses que oui, c'est vrai qu'on pourrait être assez d'accord avec ce que dit, Laetitia, mais le fait justement, tu sais, on dit des fois, on pose une intention dans la vie. Hum. Poser une intention, c'est comme pour moi un projet. C'est-à-dire que tu peux pas non plus. Alors, c'est vrai qu'être dans l'instant présent, moi, je sais ce que j'essaye d'expérimenter maintenant depuis un mois. C'est pas très long, mais ça fait un mois que je suis vraiment dans cet instant et il se passe des choses extraordinaires. Maintenant, faut bien comprendre une chose, qu'il y a l'instant présent, et puis il y a aussi à un moment donné de te dire, bon, je reste sur mon canapé, de toute façon, la vie va m'apporter ce que j'ai besoin, je ne fais plus rien. Tu sais, poser l'intention, c'est comme si on faisait des projets, c'est-à-dire qu'on pose une intention, parce que c'est quelque chose on désirerait vivre, donc oui, effectivement, il y a une forme d'attente, mais on peut poser une intention et après dire, je l'ai posée, et hop, tu vois, j'attends de voir. J'ai posé mon intention, j'ai fait ma demande. Maintenant, j'attends de voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu penses d'une approche comme celle-ci? Ouais. Il y a plusieurs choses que ça soulève. Ça soulève déjà ton positionnement par rapport à l'attente. Normalement, le but du jeu, c'est de se détacher le plus possible des attentes. C'est-à-dire, tu peux poser une intention, mais par exemple, si tu poses l'intention d'aller manger un couscous, c'est pas pour autant que tu vas plus bouffer. Parce que si personne vient te l'offrir, le couscous, si toi, tu te lèves pas le cul pour le faire, et si on t'invite pas au restaurant, et si tu vas mourir de faim, pour autant, il va falloir que tu manges quand même, entre-temps, que tu t'alimentes. Et peut-être que tu vas essayer d'apprendre à faire la cuisine aussi. Peut-être pas tout de suite à faire le couscous, mais tu vas quand même essayer d'apprendre à faire la cuisine. Ça va peut-être t'aider aussi. Ou tu vas peut-être parler de nourriture avec des gens, tu vas peut-être aller dans des cercles où on parle de nourriture. Tu vas aller sur des sites internet, sur des forums, tu vas regarder des émissions de télé. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, la difficulté, elle est extrêmement compliquée. C'est toute une subtilité, c'est-à-dire de ne pas focaliser sur un objectif précis, mais de se mettre en permanence dans des conditions de réalisation de cet objectif. Ça, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire ne pas avoir se détacher des attentes, c'est de se dire, c'est de faire confiance finalement à sa créativité. J'ai envie de ça, je vais faire des choses qui vont dans le sens de ça finalement. Et je vais arrêter de force. Bah, on va prendre un exemple qui plaît, qui parle peut-être souvent. On dirait, bah, j'ai envie de rencontrer la femme de ma vie. Ah ouais, ah oui, mais la femme de ma vie, comment tu vas la décrire? Tu vas dire, ah, je veux qu'elle soit belle, qu'elle me plaise, qu'elle soit sexy, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit riche et tout. Bah, peut-être un a qui demandent la totale, hein. Enfin, ce qui pour eux est la totale, hein, chacun ayant sa propre définition. Tu poses ton cahier des exigences. Tu ne vas pas rester sur ton canapé en attendant, quoi. Tu vas essayer. Et simplement, si tu es dans une attente permanente, c'est-à-dire si tu focalises trop sur l'objectif, si chaque fois que tu sors dans la rue, tu te retournes sur les nanas qui passent, à mater les fesses des nanas, ou si quand il y en a une qui prend la parole, tu veux prendre la parole pour faire le beau, pour faire le charreau, pour exister, tu vois bien que ça ne va pas être la bonne méthode en général. Par contre, si tu te mets à exister dans le monde, à exister dans ton domaine d'activité,
dans le domaine, à la limite, dans lequel tu veux rencontrer cette personne, en admettant que tu sois passionné d'animaux et que tu veux rencontrer une nana qui est très nature, qui aime les animaux, qui a envie de vivre à la campagne, d'élever des chèvres, des choses comme ça. Bon, bah, tu vas essayer d'avoir des activités dans ce milieu, mais chaque fois qu'il y a une nana qui va passer, qui va avoir un chien en laisse, tu ne vas pas forcément aller la brancher, quoi, tu vois. Tu vois, c'est ça la difficulté, c'est d'être ouvert et se dire, mais moi, finalement, je vais vivre comme si, je vais vivre finalement pour cette passion-là. Et puis, naturellement, ce que je vais polariser, c'est-à-dire ce que je vais être, moi, va attirer à moi une personne qui va correspondre à ça. Par contre, si Oui, je parce passe que Fabrice, imagine qu'il y a aussi une autre possibilité, en fait, que là-dedans, il n'y a aucun contrôle. C'est-à-dire que tu rencontres les personnes que tu dois rencontrer sur l'instant, sur le moment. Il y a des fois, tu fais des rencontres, tu les as pas cherchées. C'est-à-dire qu'elles viennent à toi, ouais, tu vas les rencontrer autour d'une soirée, autour d'une discussion, autour d'une rencontre, dans un moment, voilà. Pour ça que quand je te parlais un petit peu de destinée, parce qu'au fond, quel contrôle on a véritablement là-dedans? Euh, je veux dire, je veux dire, toute personne qui s'est mariée un jour et qui a divorcé après ne pensait pas un jour divorcer. Quand il s'est marié, il croyait à ce moment-là que et c'était, il heureusement, se mariait avec la bonne. Pour autant, tous ceux qui ont divorcé savent très bien que c'était pas la bonne ou le bon, d'accord? Donc, oui, en fait, c'était à un la moment bonne. donné, et il y en a d'autres, tu vas rencontrer après d'autres personnes. Il y a des gens, ils sont mariés 3 fois, 4 fois, 5 fois pour certains. Tu vois ce que je veux dire? Donc, C'est pourquoi au fond, au fond de tout cela, est-ce qu'il n'y a pas non plus une part un peu de destinée et qu'on a trop tendance à croire qu'on contrôle alors qu'on contrôle que dalle? Par contre, là où je pense qu'on contrôle, enfin moi en tous les cas, moi dans mon point de vue, hein, pour moi on contrôle rien du tout. Contrôle rien du tout de sa vie. Parce que la personne qui vient me dire qu'elle contrôle sa vie, mais j'aimerais bien l'amener à des défis. Je suis sûr qu'elle n'arriverait pas à contrôler. Par contre, je pense que le seul truc qu'on contrôle, c'est notre manière de vivre les choses. Ça, on le contrôle. Parce qu'il y a des gens qui vivent, bah tiens, regarde ce qui se passe en France. T'as des gens, mais en ce moment, qui sont dans une panique mais monstre. T'en as, ils dorment même plus. T'en as, ils se mentalisent dans l'histoire. Il y en a, puis t'en as d'autres, ils s'en foutent. Moi, ça m'empêche pas de dormir. Moi, le seul truc qui m'empêche de dormir en ce moment la nuit, c'est les putains de moustiques. Et d'ailleurs, ce soir, j'ai ce qu'il faut. Et crois-moi, et crois-moi. Et d'ailleurs, j'ai rien demandé. C'est ma tante qui m'a apporté la bombe. Elle m'a dit, j'ai pensé à toi. Magnifique. Alors, Mais en nous, dehors on de se ça, parie, tu on n'a vois, pas de quel problème, hein. contrôle on a dans notre vie? Non, on n'a pas de contrôle. C'est exactement, ben, c'était un peu l'illustration, la suite logique de ce que j'étais en train d'évoquer. Si tu veux absolument, ça ne marchera pas. Tu n'as pas de contrôle. De toute façon, effectivement, le seul contrôle que tu as, la seule latitude que tu as, effectivement, c'est de bien réagir ou de mal réagir. C'est de le prendre bien ou de le prendre mal. De toute façon, ça ne changera rien. Tu sais, c'est un peu cette maxime. De toute façon, comment disait l'autre? Alors, je ne me souviens plus qui avait fait cette citation. C'est-à-dire, de toute façon, ce que tu ne peux pas changer, ça ne sert à rien. Est-ce que tu peux changer? Non, attends, je ne sais plus comment c'était. Enfin, ça revenait au fait qu'à la fin, de toute façon, c'est pas la peine, quoi. Oui, un problème qui a des solutions, de toute façon, elles viendront à toi. S'il n'y a pas de solution, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est comme ça. Voilà. Je crois que c'est Einstein qui avait une formulation qui était de ce type-là. Donc, effectivement, le vrai contrôle, et puis on en va revenir à ce que je disais, l'adaptation à l'incertitude. La vraie adaptation à l'incertitude, c'est d'accepter que tout bouge. C'est la loi universelle de vibration. Tout bouge tout le temps. Tout bouge tout le temps. Tu ne peux rien contrôler. Tout bouge tout le temps. La seule chose que tu peux. Alors après, tu peux forcément contrôler en étant d'une manière ou d'une autre manière, tu vas changer ta polarité. C'est-à-dire que si tu prends une soupe énergétique, tu vas magnétiser des particules qui viennent d'une région ou qui viennent d'une autre région. Et ces autres particules, ça va être d'autres toi. Donc, en fonction de ce que tu polarises, tu vas manifester autre chose dans ta vie. Et ça, ce que tu polarises, c'est la manière dont tu es. Et en fin de compte, c'est une autre manière de le dire, un petit peu raccourci, c'est dire je vis ce que je suis. Je vis ce que je suis parce que tel que je suis, je manifeste à l'extérieur des sentiments. Et ça ne plaît pas. Et moi, le premier, ça ne me plaît pas. Moi, ça me fait chier. Des fois, je vais dire, il y en a marre. J'ai pas demandé ça et je veux pas ça. Et ça me fait chier. Et pourquoi les autres, ils ont et moi, j'ai pas?
Ça m'arrive aussi. Il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de volonté, beaucoup de rigueur, mais beaucoup d'humilité aussi. C'est-à-dire qu'une marche après l'autre et tu peux redescendre et c'est pas grave. C'est pas grave. À partir du moment où tu as acquis la chose, tu peux craquer. Tu peux craquer des fois en disant: «Fuck, j'en ai rien à foutre, moi, spiritualité, oh et tu l'as vu celui-là, là, ce soir, j'ai pas envie». Non, mais en même temps, le moment venu quand tu reprends, la crise est passée, tu reprends tes esprits et tu dis: «Bon, effectivement, non, je peux rien maîtriser». Effectivement, ce que je peux maîtriser, c'est ce que je suis et selon ce que je suis, j'attirerai à moi autre chose. Alors effectivement, tu peux décider de faire ta mauvaise caboche et te dire: «Mais j'en ai rien à foutre, et puis, ce soir», alors je sais pas, l'autre il va te dire: «Moi je me peinte la gueule», l'autre il va te dire, «Oh bah, moi je m'en fous, je saute sur tout ce qui bouge», l'autre il va te dire, «Ah bah, moi mon kiff c'est d'aller me marrer avec les copains», alors ça vaut pour les filles, hein, n'y voyez pas, les filles, une manifestation à la personne d'Anatole et moi du patriarcat excessif ce soir. On adore les filles et je sais que vous n'êtes pas les dernières pour vous amuser autant que nous et pour, le cas échéant, avoir vos dérives et vos comportements compensatoires, si je puis dire, que nous avons tous. Donc on est libre de le faire, mais à un moment donné, c'est tout l'intérêt d'avoir un petit peu cheminé, c'est de savoir et puis c'est de le tester, comme tu as dit, d'expérimenter. C'est de se rendre compte que tiens, ben, ah ouais merde, c'est vrai que quand je laisse aller, quand j'arrive vraiment à laisser aller et souvent tu laisses aller quand? Quand tu as tellement tendu, tu as tellement contrôlé, tu as tellement contrôlé, ça a tellement duré. Et arrive un moment, tu dis: «Oh, ah maintenant fuck, laisse tomber, quoi». Et là, c'est là où tu te rends compte que les choses changent. C'est là où tu te rends compte que ça évolue. C'est là où tu te rends compte que le bobo là sur lequel tu fous, bah non, ah merde, j'ai plus mal. Ah ouais, tiens, tu vois? Voilà. C'est donc une parfaite illustration de effectivement de ce que tu dis, à savoir que le contrôle est totalement, il est humain. Il est humain, mais il sert à rien pour avancer. Et si on veut vraiment avancer, quand on a une vraie compréhension, qui plus est, des lois métaphysiques, des lois universelles et de quelques principes de spiritualité, on se rend compte que ouais, ça marche vraiment. Voilà. Ah, effectivement. Tiens, je vais prendre une citation. Vanessa qui met, comme dit Jack Sparrow, le problème, c'est pas le problème, c'est l'attitude face au problème. Ben oui, mais c'est exactement ça. Mais le pire, c'est qu'on le sait tous, hein. Et je trouve que c'est ça qui est bon parce que moi, tu vois, dans les groupes, que là, le premier groupe, notre premier séminaire, là, c'est le week-end prochain. D'ailleurs, on est fou de joie parce que je crois qu'il n'y a jamais eu pire météo que le week-end qui arrive. Tu vois, ben, la météo, on ne va pas le contrôler, par exemple. Pour autant, on s'était Ah non, dit, ça c'est clair. on va le faire au mois de juin, on va avoir une météo fantastique, on va avoir un petit groupe, ouais, bon, voilà. Et donc, dans les groupes, ben, moi, justement, je mets un point d'honneur à ce qu'il y ait des gens qui sont des thérapeutes et des gens qui ne sont pas des thérapeutes. Parce que je considère qu'on est tous des humains sur le chemin. Et celui qui est thérapeute, ça m'est arrivé souvent de voir que celui qui est thérapeute ou celle qui est thérapeute, ben souvent peut-être thérapeute, mais celui qui est pas thérapeute, il a plus de bon sens. Il a parfois une meilleure vision de ce que c'est que l'holistique que le thérapeute qui va rester enfermé dans son. Alors, Ah bah oui, généralement, c'est pas c'est les les gens que j'aime croyances, bien. hein. Ça c'est un truc, qui est bien souvent compliqué à se défaire, c'est vrai. Mais on est tous, il faut être humble et on est tous, et c'est pour ça que j'aime bien mélanger les groupes parce que finalement, on continue tous à apprendre et à s'entraider surtout. À s'entraider. Mmh, Là, c'est pour ça que j'en reviens sur totalement. l'autonomie. À la fois, la méthode, elle a vocation à donner de l'autonomie, mais elle a favorisé l'entraide. Parce que toi, finalement, tu arrives à maîtriser deux, trois trucs que le copain, bah, il a plus de mal. Et moi, le nombre de fois où avec des copines qui sont thérapeutes, où elles m'ont filé un coup de main, dire, bah, écoute, là, moi, j'y arrive plus. Mais je dis, mais putain, mais pourtant, c'est toi la thérapeute. Tu vois, à une époque où moi, j'avais tendance à beaucoup sacraliser la fonction parce qu'en tant qu'autodidacte, je me disais, bon, bah, moi, je suis qui, quoi, finalement. Et in fine, mais je me suis rendu compte que non. Il disait, non, non, mais tu as une bonne compréhension des mécanismes. Et là, moi, c'est moi qui n'y arrive pas. Puis il y a d'autres fois où c'est l'inverse. Donc, mais tout ça pour dire que voilà, je crois beaucoup à l'entraide. Je crois beaucoup au partage et à l'entraide. Et c'est un peu justement le leitmotiv de la méthode. Ben, merci beaucoup en tous les cas, Fabrice.
Et puis, Eh ben, pour finir cette conférence, je voulais vraiment dire que tes 58 ans, tu les fais pas du tout, tu vois. J'ai envie de te dire, tu fais pas merci à ton toi. âge du tout. Alors, je sais pas si c'est la méthode qui rajeunit, mais en tous les cas, Oui, alors on bravo. va dire que c'est ça. Ça me rend service. Un grand, grand merci, Fabrice, d'être venu sur Renaissance spirituelle. Je rappelle que pour toutes les personnes qui désirent vous procurer le livre de Fabrice, j'ai mis le lien sous la vidéo. N'hésitez pas. C'est vrai que j'aime beaucoup ton approche qui est extrêmement bienveillante. Et puis, tu vois, c'est tout un travail. C'est un gros travail que tu as été faire. C'est pas simplement te lever le matin, tiens, qu'est-ce que c'est le développement personnel? Qu'est-ce que c'est la spiritualité? Tiens, je vais écrire un livre parce que je m'ennuie. Non, c'est tout un travail de recherche et qui permet effectivement, dans le mécanisme humain, au moins en tous les cas, moi je trouve qu'il est intéressant, ce qui permet de cibler, de savoir où on en est, tu vois, un petit peu déjà. Il permet d'avoir un petit peu une approche et de se connaître personnellement, ce qui est primordial, moi je trouve en tous les cas, dans le cheminement vers soi. Donc un grand merci Fabrice de Merci ta beaucoup à présence. toi, Anatole, de m'avoir donné la parole. C'était un plaisir d'interagir sur la chaîne. Eh ben, écoute, merci à toi. Merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Je rappelle la prochaine conférence. Vous pourrez me retrouver jeudi 20 juin à 20h30 en compagnie de Philippe David Steller pour une conférence Changer les fréquences de votre monde intérieur pour vibrer une nouvelle réalité. Voilà, très belle nuit, très belle fin de soirée et à très bientôt sur la chaîne. On vous embrasse. Merci. À bientôt.